Olympe de Rouge. Elle est née le 7 mai 1788 à Montauban, sous le nom de Marie Rousse, mais après se retrouver veuve, elle change son nom pour Olympe de Rouge et se dirige à Paris seule avec son garçon plein d'ambition politique. Plus que jamais inspirée par les événements de la Révolution française, elle publie des ouvrages pour l'égalité des droits et la fin de l'esclavage, jusqu'à sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée en 1791 à la suite de l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Olympe de Rouge prône ardemment l'émancipation féminine. Olympe de Rouge s'opposait à la peine de mort et aussi faisait une forte critique à Robespierre et à Marat. C'est aussi l'une des premières à exprimer des propositions concrètes en faveur de la démocratie. Après avoir soutenu Louis XVI, elle offre son appui aux Girondins au lendemain des journées de mai et juin 1793. Ses activités lui valent d'être arrêtée en juillet 1793. Condamnée à mort, Olympe de Rouge monte sur l'échafaud le 3 novembre de même année à Paris. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La Déclaration de l'Olympe de Rouge part de l'idée que les femmes, qui possèdent toutes les facultés intellectuelles, ont par nature les mêmes droits que les hommes. La nation est définie comme la réunion de la femme et de l'homme dans l'article 3. Elle en déduit que la Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'ont pas coopéré à sa rédaction. Charlotte Corday. Charlotte Corday, née à la Normandie en 1768, était une jeune fille qui provenait d'une noble mais humble famille. Curieusement, elle était descendue directement de l'auteur Pierre Corneille. Séduite par les idées girondines très tôt, elle est devenue républicaine. Mais elle était immodérée. La jeune femme ne supporte pas la violence, les excès de la Révolution comme le tuerie, la guerre civile, les massacres de septembre 1792 et les nombreuses exécutions à la guillotine. Elle est épouvantée par la mort du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793. Par ailleurs, sa conception de la justice, de la liberté et de la révolution ne correspond pas à celle des révolutionnaires au pouvoir. Elle écrit en émile le 28 janvier 1793 que tous ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. Charlotte culpa de ces problèmes à un homme en particulier, le journaliste Marat, qui à travers de son journal, L'Ami du peuple, fait un appel à la violence et au extrémisme. Le 9 juillet 1793, elle quitte sa vie et se rend à Paris, où il trouve un hôtel pour y rester. Le 13 juillet, il décidera d'acheter un couteau de cuisine et se rendre chez un malade Marat, pour essayer premièrement d'obtenir des informations à propos de la sorte des réfugiés girondins exiliés à la ville de la jeune femme. Après un échange avec le député, au cours duquel elle s'informera de sources réservées aux girondins dénoncés, elle la poignarde à la poitrine. Lorsqu'il révèle qu'il les fera tout guillotiner, ce fait sera beaucoup représenté dans la peinture de l'époque, comme par exemple cette œuvre de Jacques-Louis David. Arrêtée sans résistance, elle a vu son crime lors de son interrogatoire sur place et déclare que la victime était responsable de la désolation de la France et de la guerre civile qu'il a allumée dans tous les royaumes. Charlotte Corday indique avoir préféré faire le sacrifice de sa vie pour sauver son pays. Elle sera emprisonnée et puis guillotinée le 17 juillet, mais recordée toute la vie pour essayer d'arrêter un extrémisme qui finisse avec la vie de milliards de citoyens français. Madame Roland. Née en 1754 à Paris comme Marie Philippon, elle commence à étudier très tôt la philosophie et surtout celle des auteurs comme Voltaire. En plus, elle commence aussi à s'intéresser à la politique quand elle était très jeune. En 1781, elle épouse Jean-Marie Roland, avec qui partage la même intelligence et le même caractère, malgré le fait qu'il avait plus de 20 ans plus qu'elle. Avec lui et à travers lui, Roland exercera une puissante influence sur l'avenir de la France, en créant un salon en pleine révolution. Les 1791, où des figures comme Robespierre ou Brisson sont récurrents.
Grâce à ces relations, son mari devient ministre de l'Intérieur en mars 1792 et Madame Roland joue un rôle très important à ses côtés. Après les massacres de septembre, pour lesquels elle était en partie responsable, Marie s'attaque à Danton et son mari Ethel devient la cible des montagnards. Fatigué de ces attaques, la couple se retire de la vie politique publique en janvier 1793, sans pour autant renoncer complètement à la politique. Le 31 mai 1793, lors de la chute de la Gironde, de nombreux Girondins sont arrêtés. Elle sera emprisonnée le 24 juin. En prison, elle écrit des mémoires qui demeurent un témoignage exceptionnel sur l'histoire de la Gironde. Elle est jugée le 8 novembre 1793 et condamnée à mort pour participation à la conspiration contre la République. La sentence est exécutée le même jour. Ses dernières paroles auraient été « Ô liberté, que des crimes ont commis et ton nom ». Elle laisse de nombreuses lettres de mémoire précieuses. Théroigne de Méricourt. Anne-Joseph, née le 13 août 1762 à Marcourt, en Belgique. À 5 ans, suite au décès précoce de sa mère, Anne-Joseph est confiée à des tantes, puis placée dans un couvent. À 12 ans, elle retourne chez son père qui s'est remarié, mais elle ne s'entendra pas avec sa belle-mère et s'enfuira l'année suivante. Elle deviendra vachère, servante puis dame de compagnie d'une femme du monde. Comme pendant ses voyages en Europe, elle découvre la convocation des États généraux en France, elle rentre alors immédiatement à Paris. Près le nom de Théroigne de Méricourt, elle participe à la prise de la Bastille. Théroigne de Méricourt, surnommée la Maison Rouge pour ses paiements d'Amazon, tient un salon et crée le Club des Amis de la Loi, qui intègre finalement le Club des Cordeliers. S'informant et cherchant à informer le peuple des travaux de l'Assemblée, elle devient une figure connue des tribunes publiques, où elle n'hésite pas à exprimer ses opinions. Fin 1790, endettée et prise possible par la presse, elle rentra en Belgique, soupçonnée de vouloir assassiner Marie-Antoinette. Elle est arrêtée dans la nuit du 15 au 16 février 1791 et encarrée dans une forteresse en l'Autriche. 9 mois plus tard, elle est libérée et retourne à Paris. En janvier 1792, elle rejoint les Jacobins et républicains et féministes s'affirment contre les royalistes et contre la bourgeoisie. En mai 1793, à l'Assemblée nationale, des femmes jacobins l'accusent de soutenir le chef de file des Girondins, la dénudent publiquement et la fessent jusqu'à l'intervention des Marat. Suite à cet épisode, Théroigne de Méricourt sombre dans la folie et son frère la fait interner à l'hôpital de la Salpêtrière. Elle y restera 23 ans. Sa vie inspire Charles Baudelaire, Philippe Ségouille et un opéra. Elle aurait également inspiré Eugène Delacroix pour son tableau La liberté guidant le peuple. Pauline Léon. Pauline Léon était une femme influente née à Paris, peu avant le début de la Révolution française. Tout au long de sa vie, elle a joué un rôle important dans la Révolution, portée par ses fortes croyances féministes et anti-royalistes. Elle s'est affiliée à des groupes radicaux anti-royalistes. En 1789, au début de la Révolution, elle participe à la célèbre prise de la Bastille, portant même son propre brochet. Quelques années plus tard, en 1791, elle rejoint à nouveau une foule politique passionnée et risque sa vie en signant la pétition républicaine des Cordeliers au champ de... Le 6 mars 1792, elle s'adressa à l'Assemblée législative au nom des femmes parisiennes, appelant à la création d'une milice entièrement féminine afin que la femme puisse protéger leur propre maison des assauts contre-révolutionnaires. Plus de 300 Parisiennes avaient signé la pétition qu'elle présentait.
Son idée de la milice féminine était étonnamment radicale car il inclurait les femmes ayant le droit de porter les armes. Ces droits, qui étaient étroitement associés à la pleine citoyenneté et qui n'avaient pratiquement jamais été considérés comme appropriés ou nécessaires pour les femmes, bien que la milice que Léon recherchait n'avait jamais été formée, de nombreuses Françaises combattaient encore comme elles le pouvaient dans les conflits liés à la Révolution française. Léon, avec son ami Clerc Lacombe, fonda la Société des Républicains révolutionnaires et en devint la présidente le 9 juillet 1793. La même année, elle fut également une éminente cliente des femmes sans culottes. Son poste de président de la Société fut cependant bref, car il ne dura que 8 mois. Il a été formé par les autorités parce qu'il était juré par les Girondins et les Jacobins. À son apogée, cependant, les réunions de la Société ont réuni jusqu'à 200 personnes.